Bonjour à tous, amis voyageurs, soyez les bienvenus. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour un nouveau voyage virtuel à destination de la Chine sur le thème sagesse et religion avec François Mollier. Vous êtes plus de 3300 depuis 4 semaines maintenant que nous avons lancé ces voyages virtuels à nous suivre, à nous faire confiance, à vous inscrire régulièrement. C'est pour moi, au nom de toute l'équipe Ictus Voyage, de vous remercier très chaleureusement pour votre participation, pour votre soutien et pour vos nombreux messages d'encouragement que nous recevons régulièrement. Ce soir, nous sommes plus de 100 à partir en Chine ensemble, en compagnie de François Mollier, que certains d'entre vous connaissent bien. François Mollier accompagne des groupes avec Ictus Voyage depuis maintenant plus de 15 ans. Il est docteur en histoire et il a fait une thèse sur l'architecture chinoise. Il a passé 2 ans en coopération dans les années 90 à Taïwan. Il est appris chinois et il accompagne de nombreux groupes maintenant depuis une dizaine d'années en Chine, chaque année, avec Ictus Voyage. C'est pour moi une grande joie de l'accueillir aujourd'hui et je lui souhaite la bienvenue. Nous allons pouvoir, au cours de ce voyage, poser des questions à François Mollier. Vous avez pour cela un petit module qui s'appelle Q&R, qui se situe au bas de votre écran, que vous pouvez trouver assez facilement. Et vous pouvez tout à fait commencer au cours du voyage à poser des questions. Comme ça, au bout de 45 minutes, nous pourrons tout de suite avoir ce temps d'échange avec François qui se fera un plaisir de vous répondre. Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole à François. François, tu m'entends? Oui, je suis là, je t'entends très bien. Tu m'entends? Oui, tout à fait. Ok. Eh bien, je te passe la parole. François, je te souhaite un bon voyage virtuel avec nos voyageurs et je te dis à tout à l'heure. Merci beaucoup. Bien. Voilà, bonjour tout le monde. Nous sommes partis pour la Chine. C'est un bien vaste pays, c'est un bien vaste sujet. Sagesse et religion, voilà, bon, ce sont des mots dans lesquels on peut mettre beaucoup de choses. Une chose est claire, c'est que les Chinois ne sont pas des extraterrestres. Ils ne sont pas différents de nous. On les présente souvent matérialistes, ou on les présente alors au contraire comme sur les hautes sphères de la spiritualité. En fait, ils sont comme nous, ni plus matérialistes, ni plus spirituels, avec une très grande diversité parmi eux. Et les réponses qu'ils ont données aux grandes questions de l'existence, eh bien, nous intéressent parce que leurs réponses ont souvent été pleines d'intelligence et elles continuent aujourd'hui encore de les animer. Alors, on va déjà présenter un peu la Chine. Vous allez voir sur la carte que c'est un sous-continent, en fait. C'est difficile de parler de la Chine comme d'un pays parce que c'est 16-17 fois la France, c'est grand comme l'Europe, c'est à la fois un pays État-nation et en même temps c'est un empire. Ça a été l'empire du milieu jusqu'au début du XXe siècle. C'est une population qui représente près du 5e de la population mondiale. Vous voyez ici avec cette concentration de population dans les teintes de rouge là sur la carte vers la côte, la côte orientale, pardon. Par contre, tout ce qui est à l'intérieur des terres, donc vers l'est, c'est évidemment beaucoup moins peuplé parce que le relief et le climat sont beaucoup plus hostiles. Si nous revenons à la carte précédente, vous allez voir qu'il y a deux grands fleuves que l'on connaît bien. Le fleuve qui coule au nord du mot China, c'est le fleuve jaune. Le fleuve qui coule en dessous, c'est le fleuve bleu. Et entre le fleuve jaune et le fleuve bleu, qu'on appelle aussi le Yangtze, c'est la grande plaine de Chine. Et cette grande plaine de Chine est très fertile. Elle l'a été depuis des temps immémoriaux, si bien que la population s'est très vite développée, une population nombreuse, si bien que dans sa façon de gérer les grandes questions de l'existence, la Chine a toujours dû faire face à cette exigence qu'est la foule. Il a fallu gérer des foules dans l'histoire chinoise dès qu'elle nous apparaît
au regard, à nos regards d'historiens, la Chine, c'est une foule qu'il faut canaliser, qu'il faut mettre au travail, qu'il faut pouvoir orienter dans le bon sens. Donc, cette grande Chine, on la présente souvent comme fermée, mais en fait, elle est ouverte par les routes de la soie, et ce pendant des millénaires, vers l'ouest et vers l'est par les voies maritimes vers le grand monde, vers le large. Donc la Chine a été toujours très influencée par toutes sortes de courants, et puisque nous sommes intéressés par les sagesses et les religions, par toutes sortes de courants de métaphysique, etc. Et nous allons, au cours de ces quelques 50 minutes, là, essayer de parcourir ce monde spirituel. Alors, on présente souvent, on commence toujours par les clichés, la Chine comme, voilà, comme hyper connectée, c'est le pays de la 5G qui est en cours de nous envahir, etc. Les clichés, généralement, font naître la peur. Là, vous avez deux braves Chinois qui jouent au jeu de Go. Bon, voilà, les Chinois sont des joueurs, ça fait partie des clichés, ils jouent à l'argent. Bon. À l'opposé, ben voilà, la Chine, c'est aussi ce petit bonze là qui se promène sous des falaises gravées de Bouddha. C'est difficile de se faire une idée générale, surtout que on a, alors la photo là, malheureusement, elle est un peu floue. On a une pollution. La Chine, c'est le pays de la pollution. Bon, voilà, ça fait partie des clichés. Alors c'est vrai que celle-ci est revenue en flèche là depuis le déconfinement. Pendant près de 2 mois, la Chine a connu, la grande plaine de Chine a connu un ciel bleu, ce phénomène qui n'avait pas été connu depuis des années, des années. Malheureusement, donc, ces clichés nous font oublier que la Chine est un beau pays. Voilà, donc vous avez l'inévitable, l'incontournable Grande Muraille. On peut en dire évidemment beaucoup de choses. C'est un pays qui semble fermé sur lui-même, protégé derrière cette muraille qui, en soi, d'un simple point de vue architectural, n'est pas extraordinaire. Vous prenez 100 mètres de cette muraille, bon, on connaît mieux à la maison, mais si je puis dire, mais elle fait plus de 6000 km de long, et vous avez ici, par exemple, sur cette photo, un des reliquats de cette muraille dans le Xinjiang, dans la partie occidentale. On est quasiment dans le désert. Il faut faire face aux hordes sauvages, aux hordes barbares qui sont au nord, la civilisation étant au sud, derrière, protégée par cette grande muraille. Mais ce qui m'intéresse surtout en vous montrant cette photo là, c'est que la Grande Muraille nous montre que la Chine est un pays qui a du temps, qui est dans le temps long, qui a un espace et une mémoire qui sont très vastes. La Chine, si on veut rentrer dans la spiritualité de ce pays, de ce continent, de cette population, la Chine, c'est un beau pays. On oublie finalement de le focaliser que nous sommes sur les villes, sur la modernité. La Chine est un très beau pays. Vous avez ici, par exemple, Huangshan, avec ses falaises qui ont inspiré toute la peinture chinoise. Ce sont des paysages époustouflants qui sont propices aux rêves, à la fuite du monde. C'est le pays qui propose une solitude faite pour les ermites taoïstes. Euh, Vous allez voir avec ces quelques photos, bon évidemment elles sont choisies, hein, mais ici vous avez le fameux site de Guilin en Chine du Sud, bon, avec ses pains de sucre, là, cette alliance incroyable entre la montagne, que l'on dit shan en chinois, et l'eau, que l'on dit shui en chinois. Ça donne le shan shui. Et le shan shui, c'est le titre de la peinture de paysage en Chine. Et vous avez cette alliance qui a inspiré les poètes, les spirituels, les mystiques, toute une population qui, depuis le fond des âges,
a développé toute une spiritualité qui lui est propre et qui est très proche de la nature. On voit dans les voilà donc toujours Guilin avec qui est évidemment aujourd'hui devenu très touristique. Si on va plus vers l'est, vers les déserts, on a ici le lac Tianti dans les Tian Shan, dans les montagnes célestes. On est dans le Xinjiang, dans la province la plus éloignée, dans le Far East de la Chine. On a plutôt des terres de solitude, des terres rudes où le climat, bon, l'hiver en Chine est rude, en Chine du Nord. Euh, toute cette, euh, cette solitude a permis d'accueillir ceux qui étaient en quête de sagesse. Ici, vous avez donc Huashan, une des plus belles montagnes sacrées de Chine. Vous avez la grande plaine de Chine centrale derrière, et puis ces montagnes qui montent à pic. Alors, elles sont aménagées pour le tourisme aujourd'hui, mais les montagnes ont toujours attiré, alors c'est universel, ce n'est pas propre aux Chinois, mais la montagne, c'est le site sacré par excellence parce que quand on s'élève dans la montagne, on est plus proche du ciel et puis on voit plus loin. Quand on reste à l'horizontale, le regard est vite borné. Quand on s'élève, le regard passe au-dessus des clôtures et il s'étend. Et la montagne a toujours attiré les Chinois qui avaient une recherche spirituelle. Ici, vous avez un site qui est sur le mont Song, la montagne sacrée du milieu. C'est San Huangjai, la basilique des Trois Immortels. Vous avez ici, comme en beaucoup d'endroits, une connivence entre l'architecture et la nature, une façon dont les Chinois ont eu d'habiter cette montagne, de se donner les conditions de la sagesse et de la méditation. Alors, évidemment, dans les montagnes, on ne peut pas forcément y vivre, ou en tout cas, on n'y vit pas nombreux. Et c'est pourquoi les Chinois ont beaucoup développé les parcs. Bon, ça, c'est tout le monde asiatique. Bon, c'est universel, évidemment. Hein. Mais dans toutes les grandes villes chinoises, ici, vous êtes à Pékin, vous avez des parcs fréquentés assidûment par toute la population, jeunes et vieux. Il faut recréer la nature au cœur de la cité. Alors, pour se repérer dans ces montagnes saintes, voilà, vous avez une carte qui vous montre donc toutes les grosses villes de la partie est. Alors, on ne lit pas forcément très bien, mais vous avez on va peut-être voir directement sur la carte suivante, on aura les principales montagnes. Donc, les points rouges nous montrent les montagnes sacrées du taoïsme, alors du tao-confucianisme, en fait, de ce fond de sauce culturel qui est fondé qu'on va appeler par la suite le taoïsme et le confucianisme. Donc, Songshan qui est au milieu, Taishan vers l'est, Huashan vers l'ouest, Beishan, donc Rangshan tout au nord, et puis Nan, c'est le sud, Rangshan, donc au sud. Avec les étoiles violettes, ce sont les montagnes sacrées du bouddhisme. Donc il y a 4 montagnes sacrées. On pourrait en rajouter beaucoup d'autres, mais bon, ce sont les principales. À côté d'un espace sacré, d'une géographie sacrée, il y a une architecture sacrée. Ici, vous avez... Alors, c'est une porte d'entrée. Alors, on franchit cette porte, on franchit le seuil, et puis on va se retrouver. Alors, où est-ce qu'on se retrouve? Dans une allée. On va voir sur les photos suivantes, nous allons cheminer dans cette allée. Voilà, nous franchissons un autre seuil. Et puis, vous avez votre serviteur avec quelques pèlerins là, qui avancent dans cette allée. Vous avez des personnages, des grandes sculptures, là, plus grandes que de nature. On commence par des personnages plutôt confucéens, on va dire des lettrés. Voilà, donc là, vous avez le lettré dans toute sa splendeur qui tient les tablettes, signe de la loi, signe de la mémoire. Donc, ce sont les tablettes écrites, le rôle capital de l'écriture, j'y reviendrai. Il porte l'habit du lettré, le chapeau du lettré. Ce sont les conseillers de l'empereur, ce sont ceux qui détiennent le pouvoir politique, ce sont ceux qui ont pour rôle, je dirais, presque principal
d'éduquer la population au rite, c'est-à-dire à la bienséance, c'est-à-dire à comment être dans l'ordre avec le cosmos, dans l'ordre avec ses frères, dans l'ordre avec l'empereur. Qui dit ordre dit aussi pouvoir militaire, parce qu'il faut se donner les moyens de faire respecter l'ordre. Vous avez ici des chevaux. Le cheval, c'est le symbole par excellence de la puissance militaire. Et puis, on avance un peu dans cette grande allée. On a toute la nature qui se retrouve là. La nature connue et moins connue. Vous avez des éléphants, des chameaux derrière, donc l'exotisme là qui est présent. On sort là des frontières de la grande plaine de Chine. On va en Chine du Sud, on va dans le sud-est asiatique, etc. Tout cela est récapitulé dans cette grande allée et même, on pourrait dire, la mythologie, puisque vous avez sur la photo précédente un lion, mais qui est avec des petites frisettes, etc. Donc voilà, tout cela nous amène à ce grand temple qui, selon nos critères sémantiques, n'est pas un temple, mais un tombeau. Nous sommes là dans l'espace sacré des tombeaux de la dynastie Ming, à une cinquantaine de kilomètres au nord de Pékin. C'est un tombeau. Le spirituel, les grandes questions métaphysiques naissent face à la mort, évidemment. Et c'est pourquoi, quand on fait un voyage en Chine, même si la thématique est sagesse et religion, on commence, au cours du voyage, on visite cette découverte archéologique incroyable qu'est le tombeau, l'armée en terre cuite, le tombeau du premier empereur de la dynastie Qin, le premier empereur de la Chine unifiée. Cette découverte dans les années 70, évidemment, a fait beaucoup parler d'elle. Quand on est sur place, c'est très impressionnant parce qu'on voit cette armée de soldats en terre cuite qui sort de terre. On a une sorte d'au-delà qui est en deçà, qui est sous nos pieds. L'au-delà est, dans la mentalité chinoise, un prolongement de l'ici-bas. Il n'y a pas vraiment de différence. Il y a une grande complicité entre les vivants et les morts, ou entre les morts et les vivants. On ne sait jamais trop où est la frontière. Les morts vivent au milieu des vivants et il faut pouvoir se les concilier, ce qui a donné beaucoup de formes religieuses. Il faut pouvoir s'accorder avec le monde des morts. Bon, en tout cas, que ce soit le monde des morts ou le monde des vivants, il y a l'empereur qui est je dirais, la clé, le verrou, celui qui est au milieu de ces différents mondes et qui est le principe, le garant de l'harmonie. Vous êtes ici dans la montagne sacrée, si on peut revenir à la photo précédente, voilà, dans la montagne sacrée Emei, montagne sacrée bouddhiste, et pourtant tous les personnages qui sont représentés devant vous, à part ceux d'en bas qui sont des moines, mais en tout cas, vous avez des personnages de lettrés et surtout, vous avez l'empereur sur la droite de la photo, dans l'axe des deux lignes, là, celle qui descend et celle qui monte. Vous avez l'empereur. L'empereur a toujours joué dans l'histoire chinoise, donc le chef, un rôle capital. C'est le garant de l'ordre naturel, de l'ordre cosmique, on pourrait dire. Vous avez ici un grand palais, c'est le palais d'été de la dynastie Ming, donc un peu au nord de Pékin, dans la banlieue de Pékin. Ce n'est pas un temple, encore une fois. Enfin, si, c'est un temple. Mais vous voyez, en Chine, toutes ces distinctions que nous faisons entre religion, philosophie et même, pourquoi pas, politique, etc., ici disparaissent. L'empereur joue le rôle central et tous les axes convergent vers lui, que ce soit l'axe religieux, que ce soit l'axe politique, l'axe économique, l'axe militaire, l'axe philosophique, tout converge vers lui. C'est le garant également de l'ordre social. Vous avez ici, par exemple, alors nous sommes à Xi'an, l'ancienne capitale qui est à l'intérieur des terres, à 3000 km de la mer. L'arrivée de la route de la soie, c'est la tour ici de la cloche.
Il y a qui lui fait face à quelques centaines de mètres la tour du tambour. On sonnait la cloche le matin, on sonnait le tambour le soir. L'ordre social était marqué dans le rythme de la journée et cet ordre social était garanti par l'empereur. Si l'empereur ne vient pas à jouer son rôle, si sous l'empereur il y a du désordre, alors le peuple, d'après Confucius, a le droit et même le devoir de se révolter. Si l'empereur n'assure pas l'ordre social, si l'empereur ne donne pas du pain à son peuple, alors il perd le mandat céleste. Ça, on est vraiment dans du langage confucéen. L'empereur, c'est le fils du dragon. Alors le dragon, évidemment, bon ça c'est nous sommes toujours à Xi'an, ce sont les remparts, c'est la paix militaire. L'ancien nom de Xi'an, c'est Chang'an, qui se traduit par la longue paix. L'empereur assure la paix, la longue paix, et donc la prospérité à son empire. C'est le fils du dragon. Le dragon est symbole de virilité, symbole d'éternité, enfin c'est un symbole très riche évidemment dans toute l'iconographie chinoise. Il assure, on pourrait dire, avec l'impératrice qui est représentée par le phénix, il assure le prolongement, la prolongation, on pourrait dire la continuité, voire l'éternité de la Grande Chine, de l'Empire chinois, de la Chine éternelle. Vous avez toute cette iconographie qui est toujours présente dans le monde chinois. Et si on voit sur la photo suivante, par exemple, à toutes les bordures de palais, de temples, etc., vous avez ces petites figurines qui représentent la nature réelle, qui représente donc le monde animal, la nature mythologique, les animaux fantasmagoriques. Vous avez des représentations de militaires, etc. Le monde humain, le monde naturel, le monde des dieux, tout cela est unifié, encore une fois, par l'empereur, puisque cette architecture, c'est l'architecture traditionnelle, c'est l'architecture sacrée, et elle est sacrée parce qu'elle est toujours reliée, plus ou moins indirectement ou directement, à l'empereur. Voilà, alors, il y a évidemment un lieu vers lequel tous ces axes convergent, c'est la cité de l'empereur, une cité qui est idéale, une cité qui est séparée. Vous avez des douves là, qui vont séparer la ville profane, nous sommes à Pékin, de la ville sacrée, qui est donc à Pékin la cité interdite. Nous sommes ici dans une construction qui date de la dynastie des Ming et surtout des Qing, donc on est essentiellement au XVIIe, XVIIIe siècle. On va voir donc dans cette cité un certain nombre de seuils qui nous rapprochent progressivement de l'espace le plus sacré qui est, on pourrait dire, la personne de l'empereur. Ici, c'est la porte sud. Alors nous franchissons la porte sud et nous passons de l'autre côté. Nous arrivons dans ce grand espace. C'est un espace sacré très horizontal. L'architecture traditionnelle, l'architecture sacrée en Chine est une architecture horizontale. Il n'y a absolument pas l'équivalent de nos cathédrales gothiques, mais vous avez en face le palais de l'harmonie suprême, là où l'empereur donnait ses audiences, où il recevait le monde extérieur, représenté par les ambassades des pays voisins. Ici, vous avez le titre de ce palais, Tai He Dian. Le temple, le palais, Dian, c'est à la fois le temple religieux et le palais civil, le palais politique. Les deux sont condensés dans ce même caractère, de l'harmonie suprême. C'est là où l'empereur se publie, se présente, où il présente à la population sa personne sacrée, dans laquelle est récapitulé tout ce vers quoi peut aspirer le peuple chinois.
Ici, vous avez une photo générale de la cité interdite avec tous ces différents toits là qui se succèdent. Vous avez au fond les palais plus tournés vers la vie civile, vers la vie politique. Vers nous, les palais plus tournés vers la vie intime de l'empereur, avec à droite et à gauche notamment les résidences impériales et les résidences de l'impératrice, des épouses, des concubines, etc. Euh, la frontière entre le public et le privé, elle est très marquée et en même temps, elle est très différente de ce que nous pouvons en concevoir. Cette photo, elle m'intéresse parce qu'elle est prise d'en haut. Là d'où est prise cette photo, c'est une colline. La colline dite du Charbon, voilà, on la voit là derrière ces toitures. Elle domine la cité interdite. Nous sommes dans les règles du feng shui, c'est-à-dire de la géomancie chinoise. La cité interdite, comme toutes les maisons qui se respectent en Chine, tous les palais, tous les temples, sont tournés vers le sud, vers le soleil. Au nord, il y a une colline pour protéger des esprits néfastes qui habitent évidemment de l'autre côté de la Grande Muraille, au nord, dans ces pays barbares. Les barbares sont aussi bien des esprits que des humains, que les fameux Mongols, etc. Ici, vous avez le seul grand exemple d'architecture arrondie. Et c'est assez étonnant. C'est à Pékin, on est au sud de la cité interdite, à quelques kilomètres. C'est le Temple du Ciel. Le Temple du Ciel, tout le monde aujourd'hui le visite. Ce n'était pas un temple au sens où nous l'entendrions, nous, aujourd'hui en Occident. Ce n'est pas un lieu qui accueillait les foules pour célébrer les divinités. C'était le temple où venait le Fils du ciel, c'est-à-dire l'empereur, vous l'avez compris, fils du dragon, fils du ciel, le dragon étant, on pourrait dire, l'emblème, l'archétype du ciel, le Fils du ciel, en tant que grand liturge, que grand pontife, venait ici offrir des sacrifices pour les bonnes récoltes, de façon à ce que son peuple fût bien nourri. Vous n'êtes pas dans un temple au sens où nous l'entendons aujourd'hui. Il n'y a aucune différence entre le temple du ciel et le palais de l'harmonie suprême. Il n'y a aucune distinction entre le politique et le religieux, puisque c'est dans l'un et l'autre registre toujours une seule personne, un seul personnage, l'empereur, qui officie. Donc ça, c'est vraiment important de le comprendre. Alors, si on rentre maintenant un peu dans le monde religieux chinois, tout se concentre sur cette grande plaine de Chine autour du bassin inférieur du fleuve jaune. Alors, vous avez là la grande courbe du fleuve jaune, et puis vous arrivez en bas, vous avez la ville de Xi'an. Alors, je vais essayer de bien vous montrer ça. Donc, Xi'an, c'est là, voilà. Vous avez Luoyang, juste à côté. Vous avez Kaifeng, ici. Tous ces lieux sont des capitales, d'anciennes capitales. Différentes dynasties ont résidé dans ces lieux, sur les bords du fleuve jaune ou de ses affluents. C'est là où aboutissait, donc à Xi'an, l'ancienne Chang'an, c'est là où aboutissait la route de la soie. Donc toutes les influences occidentales sont apparues ici, d'abord à Xi'an et ensuite dans ces différentes capitales situées sur les rives du fleuve jaune. On voit ici donc alors c'est un peu confus évidemment, mais si vous prenez alors Xi'an, on va voir, voilà, Xi'an est là. Et puis, vous avez les grottes de Longmen ici, grand site bouddhiste dont vous allez voir quelques photos. Vous avez Zhangzhou ici, etc. Tufu ici, non, c'est un peu en dessous. Bon, le lieu de naissance de Confucius. Voilà, on est dans ce grand axe où toute la civilisation chinoise s'est développée. Ici, vous êtes dans les grottes de Longmen. Ce sont des falaises, ce ne sont pas vraiment des grottes. C'est une falaise sur laquelle ont été gravés
au cours du 7e, 8e siècle, jusqu'au début du 9e, un certain nombre de gravures rupestres associées au bouddhisme. Alors, nous commençons par le bouddhisme. Ici, vous avez la plus belle figure qui serait inspirée de l'impératrice Wu Zetian, une des deux grandes femmes qui a régné dans le monde chinois. Wu Zetian, et puis la dernière, c'était à la fin du 19e, sous la dynastie Qing, à la fin de l'Empire. Donc ici, vous avez cet ensemble absolument remarquable de Bouddha, donc le grand Bouddha central, et puis c'est donc les différents personnages, Samantha et l'autre disciple de part et d'autre, les différents bodhisattvas sur les… Bon, il faudrait passer évidemment des heures pour décrypter tout ça. Vous avez dans ces grottes de Longmen là une présence très forte du bouddhisme. Je commence par le bouddhisme, alors que c'est on pourrait dire la dernière religion arrivée, mais elle s'est parfaitement acculturée à la Chine, si bien que la Chine aujourd'hui, on pourrait dire, est bouddhiste, si on veut, sachant qu'on ne peut pas faire de différence entre les différentes voies. Tout ce qui est sagesse en Chine, ce sont des voies. Alors, il y a la voie bouddhique, la voie taoïste, etc. Mais on ne parle pas de religion, on parle de voies, et toutes ces voies s'interpénètrent. Alors ici, bon, vous avez un temple d'aujourd'hui, vous êtes au temple des Lamas à Pékin. Bon, on peut passer les différentes photos. Là, on va voir le mont taoïste ici, avec une divinité qui commémore plutôt la médecine, donc c'est un dieu médecin. Et remarquez sur la photo précédente, je m'excuse, voilà, remarquez le chapeau qui est le chapeau des confucéens, des lettrés confucéens. Et on est là chez les taoïstes, c'est un temple taoïste. Je vous disais que la religion bouddhique est arrivée, bon, semble-t-il au 1er siècle, mais elle s'est vraiment installée au 6e, 7e siècle, sous la dynastie Tang. Le taoïsme, qui est, on pourrait dire, le fond de sauce culturel chinois, s'est institué en religion après, sous influence du bouddhisme, parce que le bouddhisme était déjà constitué en église, on pourrait dire. Et donc le taoïsme s'est constitué en église, on pourrait dire, sous l'influence du bouddhisme. Et ici, vous avez, bon, dans cette fresque-là, dans un temple taoïste typique, là, on est dans la religion taoïste. On fait chez nous une distinction entre la religion taoïste et la philosophie taoïste. En Chine, évidemment, toutes ces distinctions n'existent pas, mais on est là dans voilà, il y a un panthéon fait de dieux, de démons, de divinités, de différents ordres, etc. Tout cela se mélange avec des divinités confucéennes, avec des grands sages que l'on vénère. C'est très difficile pour nous, occidentaux, qui avons besoin de clarté, c'est très difficile de s'y reconnaître. Bon, en tout cas, une chose est sûre, c'est que quand au XVIIe, les missionnaires chrétiens se sont posé la question, peut-on offrir de l'encens à ces divinités taoïstes, bouddhiques, etc. Les uns ont dit oui, parce que ce ne sont pas des actes d'adoration, on vénère les ancêtres. Bon. Les autres ont dit non, ce sont des actes religieux, donc c'est de l'idolâtrie. Évidemment, ces questions étaient très importantes pour des chrétiens, pour des occidentaux. Elles étaient inaudibles, évidemment, pour des Chinois qui ne comprenaient absolument pas ces distinctions. Bon, à tel point, bon, c'est juste un exemple, mais vous demandez à un bonze ou à un prêtre taoïste qui officie dans un quelconque temple en Chine, s'il est bouddhiste ou s'il est taoïste, la plupart vous répondront ben, je ne sais pas, je suis taoïste, je suis bouddhiste, je suis tout. Enfin, je suis au service de la spiritualité du peuple. Et c'est-à-dire que les gens qui viennent ont besoin de rapport au spirituel. Eh bien, le religieux joue ce rôle de médiateur. Et quelle que soit la forme religieuse, eh bien, le Chinois va offrir des bâtonnets d'encens, comme on voit sur cette photo. Voilà. Quelle que soit la divinité, tout est bon à prendre. Bon,
Euh, une fois que nous avons passé en revue les principales, ce que nous appelons religions chinoises, il y a aussi d'autres religions qui sont très ancrées, bien ancrées dans le monde chinois et qui nous sont plus familières. Vous êtes ici de retour à Xi'an. Voici trois personnages qui nous surprennent. Ce sont des Chinois, ils ont un type un peu différent et ce ne sont pas des Han. Ils font partie d'une minorité chinoise qu'on appelle les Hui. C'est une minorité qui est dans le monde chinois également une religion. Les Hui, c'est à la fois les musulmans de Chine et la minorité ethnique Hui. C'est d'ailleurs très intéressant. Si vous cherchez un livre sur les religions en Chine, vous tomberez sur un livre concernant les minorités ethniques. C'est quand même emblématique. Donc ces braves gens rentrent dans la mosquée de Xi'an, dont voilà le hall de prière. On n'a pas l'impression que c'est une mosquée. Heureusement qu'il y a ce grand portail qui est devant avec de belles inscriptions arabes. On est en Chine, on est totalement en Chine et en même temps on est dans un espace sacré musulman et on a du mal à s'y reconnaître. Vous avez un exemple parfait d'acculturation de l'architecture sacrée musulmane dans une civilisation. La civilisation chinoise avec voilà, on a l'impression d'être dans un espace cultuel chinois et de fait on l'est. Et vous avez ici un minaret. Alors évidemment là c'est un minaret qui ne fait absolument aucune polémique dans le paysage local. Voilà, on a du mal à s'y reconnaître, mais bon. Quand les jésuites sont arrivés en Chine à l'extrême fin du XVIe siècle, ils ont découvert tout ce petit monde et ils ont essayé de faire leur place. Et vous êtes ici au cimetière des jésuites de Chine. Vous êtes à Pékin, dans le campus d'une école administrative des cadres du parti. C'est en gros une sorte d'ENA locale. Et le cimetière jésuite se trouve dans le jardin de cette école des cadres du parti. C'est voilà, c'est tout le paradoxe que l'on aime bien en Chine et en même temps c'est riche d'enseignements. Nous nous approchons progressivement de la tombe du grand jésuite Matteo Ricci. Vous avez cette stèle funéraire et sa tombe est juste derrière. Et cette stèle nous montre combien Matteo Ricci est reconnu en Chine. Et si sa tombe est ainsi honorée dans un jardin d'une école d'administration du Parti communiste chinois, ça nous montre bien que Ricci fait partie de l'histoire chinoise. Vous avez sur cette stèle donc ce qui est gravé, donc Matthäus Ricci Italus Maceratensis, donc il vient de la ville de Macera, dans la plaine du Pô. Société Jésus Professe, donc il est professe de la Société de Jésus, dans laquelle il a vécu. Et vous avez tout en bas donc le chiffre 42. Il a vécu 42 ans en tant que jésuite. Vous avez son nom chinois de l'autre côté de la stèle. Si je traduis, Yezu Hui, donc ce sont les 4 caractères que l'on voit. Yezu Hui, ça veut dire membre de la Société de Jésus, donc jésuite. Et en dessous, qu'on ne voit pas, il y a le nom chinois de Matteo Ricci. C'est un homme assez exceptionnel. Vous avez ici, donc c'est une statue près nous sommes, alors je ne sais plus où est-ce qu'on est, mais en tout cas on est devant une architecture très, très chinoise. Vous avez un homme qui est habillé en mandarin. Et ça c'est très intéressant parce que Matteo Ricci, quand il est arrivé dans le pays, il a voulu s'acculturer au monde chinois. Et au début, en tant que bon occidental, il représentait une religion, donc il s'est habillé en bonze, voulant montrer qu'il était représentant d'une religion. Et après, il a compris que, en fait, le bonze ne représentait rien en Chine, mais le personnage central, c'était le mandarin, le représentant de l'empereur. La religion en Chine, donc le sacré, ce qui est le médiateur du sacré,
ce n'est pas la religion, c'est la politique. Et Matteo Ricci, au bout de 10 ans, a troqué la robe de bure du bonze pour l'habit du mandarin et il est devenu le mandarin Ricci. Ce qui nous montre, alors là nous sommes toujours de retour dans le cimetière de ces braves jésuites, votre serviteur la médite sur ces tombes et sur ces hommes qui ont donné leur vie. Et nous sommes dans une grande confusion parce que ces hommes ont donné leur vie pour apporter la bonne nouvelle, donc pour un aspect religieux, pour apporter une parole religieuse, et les Chinois ont accueilli cette parole comme une parole politique. Ils ont accueilli ces mandarins, non pas pour des hommes de religion, mais pour des savants. Matteo Ricci était un grand savant, et c'est pourquoi, ici vous êtes à l'église Beitang, donc c'est une des grandes églises de Pékin, qui est classée monument historique, qui est sur un site appartenant à l'État. Bon, elle est entretenue par l'État, etc. Donc, ça fait partie du patrimoine chinois, mis en exergue par le Parti communiste. Vous n'êtes pas ici dans un lieu religieux, au sens où nous l'entendrions nous, vous êtes ici dans un lieu politique, c'est-à-dire dans un lieu sacré dont le principal véhicule est le politique et non pas le religieux. Alors, il y a toujours évidemment dans un lieu catholique la grotte de Lourdes parce qu'il faut bien se distinguer des protestants. Il y a une grande confusion là aussi chez les Chinois entre les catholiques et les protestants parce que les protestants s'appellent Tidutia, ce qui se traduit par chrétien, et du coup, les catholiques s'appellent Tianjutia, les fidèles de la voix du Dieu du ciel. Bon, c'est assez complexe. Vous êtes à l'intérieur de l'église de Beitang, de l'église du Nord. Vous êtes dans une architecture gothique très, très classique. L'église a été reconstruite à la fin du 19e. Voilà, bon, toute la question de l'adaptation, évidemment, ici pourrait être débattue. Ce n'est pas le sujet, mais vous êtes dans une autre église. Alors là, vous êtes à l'intérieur de la cathédrale de Shanghai, l'église Saint-Ignace. On est vraiment dans une cathédrale gothique. Ce qui permet de dire qu'on est en Chine, ce sont les écritures chinoises sur les grandes banderoles bleues autour du cœur. Encore une fois, l'importance de l'écriture dans le monde chinois. Bon, ce qui m'intéresse, c'est que quand les jésuites sont arrivés ici, ils ont trouvé, alors ils n'ont quasiment pas trouvé de chrétiens, et pourtant il y avait déjà eu des chrétiens en Chine. Vous avez ici une preuve irréfutable. C'est une stèle, la stèle dite nestorienne, qui est conservée au musée des stèles à Xi'an. Elle date du milieu du 9e siècle, des années 830 par là. Elle a été écrite quand la communauté chrétienne de Chine a été persécutée et il s'agissait par cette stèle, de montrer combien les chrétiens étaient fidèles à l'empereur et combien ils étaient là depuis, on pourrait dire, toujours. Vous avez, si je prends de haut en bas et de droite à gauche, selon l'écriture traditionnelle, la lecture traditionnelle de ces écritures sacrées, il est écrit donc Da Qing, Qing Tiao, Liu Xing, Zhong Guo Bei. Donc la religion lumineuse de Dating, donc alors Dating on traduit souvent par l'Empire romain, en tout cas on va dire de l'Occident. Liu Xing, donc c'est l'histoire de son expansion. Zhongguo dans l'Empire du Milieu, et Bei c'est le signe, donc tout en bas à droite, qui est un signe qui indique la stèle. Donc c'est cette stèle, alors on ne la verra pas, mais il y a plusieurs centaines de caractères qui vous racontent l'histoire de la chrétienté en Chine au 7e et 8e siècle. Il y aurait même peut-être, l'histoire est débattue, on va voir sur la photo suivante, une présence chrétienne dès le 1er siècle, dès l'époque apostolique. Ici, vous êtes sur la falaise de Kongwangshan, près du bord de mer, entre Nankin et Shanghai, en gros, hein, pour faire très simple, près d'un port très, très utilisé au 1er siècle.
Vous avez des gravures qui ont été pendant des décennies interprétées comme bouddhiques et dont certains disent aujourd'hui qu'elles pourraient être, enfin une partie des gravures pourrait être chrétienne, ce qui n'est pas du tout impossible. Vous avez ici donc un fac-similé là sur la droite qui vous montrerait saint Thomas portant la croix et annonçant donc annonçant pardon l'évangile. Euh, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a des traces de pénétration chrétienne dès le 1er siècle en Chine, toujours évidemment par la route de la soie et pourquoi pas même par les routes maritimes. Voilà. Dès que, je fais juste une petite remarque, dès que l'islam commence à se répandre, il apparaît en Chine. Vous avez dans les chroniques musulmanes le récit d'un oncle du prophète Muhammad qui vient à Canton, on est du vivant même du prophète. Donc que saint Thomas, qu'un apôtre soit arrivé en Chine au 1er siècle, pourquoi pas? Voilà. Encore une fois, la Chine est ouverte à toutes ces influences. Et vous avez ici une belle photo de Notre-Dame de Sheshan. Nous sommes à Shanghai, sur la plus haute colline du territoire de Shanghai. On est à 100 et quelques mètres. Donc, vous savez que la montagne, c'est le lieu sacré par excellence. Et dans ce territoire de Shanghai, dans la province de Shanghai, la plus haute cime des montagnes sacrées eh bien, est occupée non pas par un lieu bouddhique ou taoïste ou que sais-je, mais par Notre-Dame de Sheshan, une construction faite par les jésuites, ce qui nous montre évidemment l'influence occidentale dans la contrée de Shanghai. D'en haut, nous voyons Shanghai. Alors la photo est malheureusement floue. Vous avez la ville de Shanghai tout au fond. On domine, bon, pas de très haut, mais quand même. Et c'est sur cette colline de Shanghai, de Sheshan, que vous avez la résidence épiscopale, que vous avez le grand séminaire, etc., etc. Vous avez donc, en montant vers Notre-Dame de Sheshan, dans cette colline, dans un très beau parc aménagé et entretenu par la municipalité de Shanghai, vous avez un certain nombre de lieux de dévotion chrétien. Et c'est toujours très touchant quand on y monte de voir cette dévotion des Chinois locaux, et même ailleurs, parce qu'on vient en pèlerinage à Notre-Dame de Sheshan de toute la Chine. Hein. Il y a des chrétiens de toutes les provinces de Chine, quand ils peuvent se déplacer, qui viennent là et qui font, par exemple, ici, le chemin de croix et jusqu'au sanctuaire de Notre-Dame de Chine. Voilà, c'est une église qui est belle, qui est fidèle, qui est souffrante aussi. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails, ça nous prendrait tout de temps, mais euh, si nous revenons à notre thématique, aujourd'hui, qu'en est-il du spirituel, qu'en est-il des sagesses et des religions? Qu'en est-il du lieu le plus sacré? Eh bien, il est là, devant vos yeux. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas un temple, c'est le Parlement. C'est un immense bâtiment, on est sur la place Tiananmen, c'est un immense bâtiment qui accueille donc la grande assemblée des représentants du peuple. Il y a plus de 3000 sièges, donc toutes les minorités, toutes les provinces, etc. donc ont leurs représentants qui siègent là. Et dans ce pays gouverné par le Parti communiste chinois, donc tout le monde peut faire entendre sa voix dans ce Parlement. Sur la place Tiananmen, vous avez d'un côté la Chine ancienne, vous avez ici le premier bâtiment, le bâtiment le plus excentré de la cité interdite. Donc la cité interdite, c'est l'ancien espace sacré, l'ancien lieu politique, l'ancien lieu de gouvernement. Le lieu de gouvernement s'est déplacé, mais il garde un lien, on va voir sur la photo suivante, il garde un lien avec l'ancien espace par cette grande porte sud de la cité interdite, sur laquelle on a posé évidemment
le portrait du fondateur de la dynastie actuelle, donc la dynastie communiste. Bon, je marque évidemment à travers, je mets des guillemets et je marque la continuité qu'il y a entre la Chine nouvelle et la Chine ancienne. Donc Mao Zedong, qui est le fondateur de la Chine nouvelle et qui a ici son mausolée. Donc là, c'est la Chine nouvelle qui est représentée par ce grand bâtiment, style, voilà, on dirait chez nous un peu stalinien, mais voilà, c'est là où, alors, vous avez le mausolée ici de Mao Zedong, là où tous les pèlerins peuvent venir faire leur dévotion donc à ce grand pontife qui a restauré l'ordre dans une Chine qui était complètement sans dessus-dessous. La Chine des seigneurs de la guerre dans les années 30, c'était assez catastrophique. Ça vous montre que dans une Chine qui a toujours eu à gérer des foules, celui qui gère la foule, donc l'empereur, celui qui maintient l'ordre, c'est vraiment lui qui reçoit la sacralité. Donc Mao Tse-tung, vous verrez son effigie dans les temples taoïstes, dans les temples bouddhistes, peu importe, il est rentré dans le panthéon. Vous avez ici, donc sur la place Tiananmen, donc au centre de cette plus grande place du monde, le drapeau de la République populaire chinoise. Vous avez le mausolée, donc le grand monument en l'honneur des héros de la Révolution chinoise, donc ceux qui ont permis au Parti communiste de prendre le pouvoir en 1949, et le mausolée donc, de Mao Tse-tung derrière. C'est là où, je dirais, bat le cœur de la sacralité de la Chine d'aujourd'hui. Cette sacralité, d'ailleurs, est bien représentée par ces représentants de l'ordre qui, jour et nuit, qui sont là et qui, donc, alors ils sont pris en photo par les touristes, mais ils sont là pour rappeler que c'est un lieu sacré. Le lieu sacré n'est plus la cité interdite. Là, c'est livré, on pourrait dire, aux tout-venants, aux profanes, c'est-à-dire aux touristes. Et par contre, le lieu sacré, c'est ici. Cette grande place Tiananmen s'ouvre, et là, nous sommes exactement en face du Parlement, s'ouvre aussi sur une autre sacralité qui est la sacralité culturelle. Et vous avez ici le Grand Musée national de Chine. C'est une architecture d'ailleurs très proche du Parlement. On pourrait presque confondre les deux monuments. Ça vous montre, dans cette architecture qui est toujours très horizontale, encore une fois, il y a la transcendance, en Chine, elle est représentée par l'abstraction de l'État et non pas par une quelconque divinité qui serait au-delà du cosmos. Hein. Ça, c'est très important. Donc, l'abstraction de l'État unit le passé et le présent, le passé à travers ce musée et le présent à travers ce monument et toute la sacralité d'aujourd'hui de la place Tiananmen. Rendez-vous au Bund maintenant, vous avez toujours le drapeau chinois, et vous êtes ici dans une sorte de symbole de la Chine nouvelle qui est donc le Bund, qui représente, alors ça c'est assez étonnant, le Bund, c'était le symbole de l'humiliation chinoise au début du XXe siècle, à la fin du XIXe et début XXe. Vous avez ici, à travers cette architecture coloniale des années 30, vous avez, donc ça c'est l'ancienne concession anglaise, puis concession internationale. Le symbole de l'humiliation chinoise a été transformé par la Chine nouvelle en symbole de la grandeur de la Chine d'aujourd'hui. Ça vous montre la capacité de résilience de la Chine. Le Bund est mis en l'honneur, donc toute cette architecture coloniale des années 20-30 est mise en l'honneur, elle est superbement éclairée, et elle fait face de l'autre côté. Alors derrière, vous avez donc derrière le Bund, vous avez toute la ville de Shanghai qui s'étage là, avec tous ces gratte-ciels. C'est une ville absolument magnifique. Hein. Là, vous avez un gratte-ciel couronné, là, juste derrière le Bund. Et là où vous avez une couronne typiquement bouddhique, on est dans cette sacralité de la modernité, que la modernité se réapproprie
Donc là, nous sommes derrière le monde. De l'autre côté du monde, en face, vous avez un autre type de sacralité qui est représenté par, évidemment, Pudong, le quartier d'affaires de Shanghai, là où bat le cœur économique de la Chine, avec bon, évidemment la tour de la télévision, le gratte-ciel qu'on appelle le décapsuleur, le gratte-ciel qui est aujourd'hui le plus haut de Chine à plus de 600 mètres, qui est le deuxième au monde en hauteur. Pudong, c'est absolument incroyable comme paysage, enfin, c'est féerique. La sacralité chinoise aujourd'hui, elle est là aussi, dans l'économie, dans ses prouesses architecturales qui montrent la réussite de la Chine et donc la validité du mandat céleste donné au Parti communiste chinois et à son représentant qui est Xi Jinping aujourd'hui. Je ne sais pas si le virus va réussir à lui maintenir son auréole, mais en tout cas, il donne du pain à son peuple, donc c'est l'empereur, donc il a le mandat céleste. Cela dit, la vraie, je dirais non, c'est pas la vraie, c'est une autre face de la sacralité chinoise. Il y a toujours une face publique confucéenne et toujours une face cachée, la face yang publique et la face yin cachée de la sacralité. Sagesse et religion en Chine, c'est aussi là qu'il faut regarder dans l'humilité. Voilà, vous êtes dans un parc quelconque de Pékin, vous avez un homme qui s'amuse à écrire des caractères chinois avec de l'eau, donc ces caractères vont disparaître au bout de quelques minutes, et il écrit. Il écrit, et en écrivant, il met de l'ordre dans le cosmos. En écrivant, il fait le lien entre le monde infernal et le monde céleste, entre le monde naturel et le monde divin. Lui, en tant qu'homme, il est le grand pontife, il est, on pourrait dire, empereur dans son domaine parce qu'il écrit. On ne dira jamais assez l'importance de l'écriture en Chine. Je vous donne quelques exemples dans les caractères qui suivent. Voici l'homme. C'est le caractère qui signifie l'homme. Vous avez deux jambes. L'homme est un être en mouvement. Vous croyez le saisir, eh bien il est déjà ailleurs. Ensuite, vous avez, à côté de l'homme, forcément la femme. La femme est en mouvement aussi, mais c'est toujours plus beau, c'est un joli caractère, c'est la danseuse, évidemment, celle qui réjouit le regard de l'homme. Un peu plus loin, vous avez la famille. Ah, la famille, c'est très intéressant. Vous avez au-dessus le couvercle, c'est-à-dire le toit, vous êtes dans la maison, et dans la maison, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le caractère qui signifie le cochon. Vous avez du cochon dans une maison, donc de quoi manger. Ah, ça, c'est la famille, et on y est bien. On est toujours en famille, en sécurité. Ensuite, vous avez un caractère très riche qui signifie le bon, le beau, le bien. Vous avez à gauche une racine qui signifie la femme et à droite une racine qui signifie, un radical qui signifie le fils. Vous avez une épouse, vous avez un fils, vous êtes le plus heureux des hommes. Vous avez une fécondité. Ensuite, vous avez l'harmonie, représentée par ces deux caractères, re, ping. Le caractère de gauche, il représente le riz et la bouche. Vous avez deux radicaux. Le riz à gauche et la bouche, c'est un carré vide, un carré donc sur la droite du caractère de gauche, vous me suivez. Donc le riz et la bouche, on mange, donc c'est l'harmonie, on a de quoi manger. Et à droite, ping, ça signifie la stabilité, donc c'est la paix. Et les deux mots ensemble, c'est l'harmonie, la paix, c'est une redondance. C'est quand on redouble un caractère qui a la même signification, c'est vraiment pour dire que la paix est là. Voilà, on va voir le caractère suivant qui est un caractère extrêmement riche. Il se prononce gène, exactement comme le mot homme, gène. Et d'ailleurs, vous avez le radical de l'homme à gauche et à droite, vous avez deux traits qui signifient deux, pour rappeler que l'homme est deux, il est duel, il est dualité. Celui qui veut être sage, eh bien, qu'il assume sa dualité, sa partie cachée, sa partie publique, sa vie privée, sa vie politique, sa vie intérieure
et sa vie sociale, sa part féminine, sa part masculine, etc., etc., on pourrait démultiplier cette dualité du yin et du yang qui se retrouve à l'intérieur du cœur de l'homme. Ce caractère Gen signifie l'humanité, le sentiment d'humanité. Et là, vous avez un double caractère. C'est très intéressant parce que il faut deux caractères pour signifier la liberté. Il n'y a pas un caractère en chinois, malgré les 40 000 et quelques caractères chinois, il n'y a pas un caractère qui signifie la liberté. La liberté, c'est une abstraction. Les Chinois n'aiment pas les abstractions. Donc, pour traduire cette abstraction qui nous vient d'Occident, eh bien, il faut deux caractères, et ces deux caractères signifient par moi-même, je suis une cause. Voilà, je peux faire quelque chose par moi-même, mais il faut deux caractères. C'est un mot qui est construit. Ça nous prouve que nous sommes ici dans une importation qui nous vient de l'Occident. Bon, et nous terminons évidemment avec ce sigle que l'on trouve partout en Chine. Tout est mutation et vous avez ici donc le yin et le yang, le blanc et le noir avec un peu de yang dans le yin et un peu de yang un peu de yang dans le yin, un peu de yin dans le yang, et le tout tourne. Et autour de ce cercle qui ne cesse de tourner, vous avez les 8 trigrammes. Le yang, c'est un trait plein, le yin, c'est un trait brisé, et vous avez toutes les possibilités qu'on peut faire quand on combine par trois le yin et le yang. Et vous avez là toute la base de la sagesse et de la religion chinoise, telle qu'elle s'est développée dans les millénaires qui précèdent l'histoire. Quand l'histoire apparaît, tout est là, et vous avez les classiques, etc., etc. Bon, revenons à la montagne pour notre conclusion. Vous avez ici donc Huangshan, parc superbe dans la Chine du Sud. Ces montagnes ont inspiré la peinture chinoise. Vous allez voir deux exemples dans les photos suivantes. La peinture chinoise, c'est, on pourrait dire, le récapitulatif de toute la sagesse qu'a pu produire cette civilisation millénaire. Vous avez ici toute la nature, mais elle est transfigurée, elle est habitée par la vie parce qu'elle a été habitée par l'homme. Et vous avez toujours dans la peinture de paysage la place de l'homme, mais en tout petit. L'homme est là simplement pour faire le lien, pour permettre la mutation entre le yin, qui est représenté par l'eau, l'élément qui coule, et le yang, qui est représenté par la montagne, l'élément stable. Et l'homme, vous avez, alors tout à l'heure vous aviez un petit bateau, ici vous avez un ermite là, et là vous êtes typiquement dans ce que la civilisation chinoise a pu produire de plus grand et de plus universel. Vous avez un ermite, un homme, qui est là entre la terre et le ciel, entre le yin et le yang. Vous avez la grande trilogie taoïste et la grande trilogie confucéenne. L'homme est toujours le deuxième élément de cette trilogie, l'élément central, celui qui permet de faire la mutation, qui met en marche, qui permet de faire couler le cycle de la vie. L'homme, c'est celui qui permet à la nature, aux dieux, aux démons, à tout ce qui existe, d'être relié au Tao. Le Tao, c'est bon, nous n'allons pas en parler parce qu'il faudrait évidemment 2 heures encore, mais si ce n'est plus, le Tao est ce dont on ne peut pas parler, justement. C'est, on va dire, à notre façon occidentale et un peu lapidaire, c'est le principe de vie. C'est le principe qui est au-delà de tout principe. Et l'homme est cet être qui, parce qu'il est libre, mais non pas une liberté abstraite, mais une liberté intérieure, donc qui s'acquiert par une éducation, l'homme est celui qui va permettre au cosmos de tourner rond. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus. Vous avez la photo suivante, Notre-Dame de Chine. Pour ceux qui sont chrétiens, eh bien, ils peuvent la prier pour que la Chine continue à tourner rond. Alors c'est vrai que la Chine a une grande résilience, mais si le ciel s'en mêle, ça peut être pas mal. Et vous avez sur la photo suivante, et je m'excuse pour aussi bien pour les Taïwanais que pour les Chinois, parce que je sais qu'il existe
entre eux une grande querelle. Cette photo n'est pas chinoise, elle est taïwanaise. Elle a été prise à Taïwan. C'est Notre-Dame de Oufengtse. On est encore dans le monde chinois. Vous savez que le Parti communiste chinois réclame Taïwan et la présente comme une province rebelle. Donc, Taïwan, c'est le monde chinois, en tout cas, c'est le monde culturel chinois, même s'il a pris une certaine autonomie. Et vous avez là le seul lieu, à ma connaissance, où il y aurait eu une apparition mariale. En tout cas, l'Église catholique, a reconnu ici une intervention directe de la Vierge Marie. On est à la fin des années 90. Elle serait apparue donc à des randonneurs qui n'étaient pas chrétiens d'ailleurs, qui étaient perdus dans la montagne de nuit et qui auraient été guidés par une belle femme, par une femme lumineuse, jusqu'à un refuge où se trouvait, donc qui appartenait à des missionnaires, où se trouvait une icône de la Vierge et où ils ont reconnu sur cette icône le visage donc de cette femme qui les avait guidés. Je m'arrête là-dessus. Si vous avez des questions, je suis évidemment à votre disposition. Je rends l'antenne à Vianney et j'espère que je vous ai fait rêver parce que c'est quand même le but du jeu en attendant de pouvoir retourner réellement en Chine. Merci. Vianney? Merci beaucoup, François. Merci beaucoup de nous avoir emmenés en Chine. Merci pour ce voyage passionnant. Maintenant, c'est le temps des questions. Voilà. Si vous avez des questions à poser à François, on va pouvoir prendre une dizaine, quinzaine de minutes pour y répondre. Donc, n'hésitez pas à saisir votre clavier, pour ceux qui en ont un, et à poser des petites questions sur le module qui s'appelle Q&R, qui se situe au bas de votre écran. Alors, je vais prendre les premières questions. Nous avons une première question de Fabienne qui demande « Pouvez-vous nous redonner le lieu d'apparition de la Vierge à Taïwan et l'Épelé ?» Alors, c'est Notre-Dame de Oufengtse. On écrit généralement donc W-U-F-O-N-G ou F-E-N-G C-I. Ça, c'est en pinyin, c'est la translittération de Chine continentale. Oufengtse, c'est dans le diocèse, dans la province de Ilan, donc on est au nord-est de l'île de Taïwan, dans les montagnes, puisque Taïwan est une île essentiellement montagneuse, donc tout près de la grande ville de Ilan, pas très loin de la capitale Taipei. Nous avons Laure qui demande « Que représente l'éventail derrière François Mollier ?» D'abord, c'est un cadeau d'une de mes guides là-bas, et donc je me suis dit, tiens, c'est un petit cadeau. J'espère pouvoir retourner là-bas, évidemment. Alors, il y a quelques caractères chinois et puis quelques peintures. Alors, normalement, il y a des peintures de paysages pour les éventails que l'on offre aux messieurs et des peintures de fleurs pour les éventails que l'on offre aux dames. Mais il y a toujours des poèmes, ça c'est universel, sur tous les éventails chinois, il y a des poèmes et toujours ce rôle capital de l'écriture parce que l'homme se distingue de tous les êtres vivants par sa capacité à écrire. Nous avons une question de Fabienne. Comment est vécue spirituellement la crise du Covid en Chine ? Je ne sais pas trop. Alors après, tout dépend des plans sur lesquels on se place. Il semblerait que si on prend une sacralité strictement politique, bien évidemment qu'il y a pas mal de récriminations contre le Parti communiste et contre le gouvernement qui aurait caché des informations, etc. Bon, voilà. Après, je n'entre pas dans les détails, faute de. Enfin voilà, je ne suis pas compétent pour répondre. Après, les Chinois étant exactement comme nous sur le plan de l'âme humaine, je dirais, ils ont vécu ce confinement, ils vivent ce déconfinement, ils relisent cette épreuve où ils appréhendent ce qui vient, tout comme nous, hein.
Donc, c'est pour eux comme pour nous un temps de remise en cause, de grandes questions, sauf pour ceux qui dirigent, ou en tout cas ceux qui ont certaines finances. Et quand on voit que fin avril, le degré de pollution de la Grande Plaine de Chine avait dépassé ce qu'il était l'année dernière, malgré 2 mois de déconfinement et donc d'arrêt total des industries en février-mars, c'est vrai qu'on peut s'inquiéter quand même. Nous avons une question de Jocelyn. Quelle influence de la Chine sur la pensée de Teilhard de Chardin? Alors là, il faudrait vraiment demander à des jésuites, à des gens qui… il y a certainement des gens qui ont fait des thèses, parce qu'on fait des thèses surtout, des gens très compétents pour vous répondre. Alors déjà, Teilhard de Chardin est un jésuite, donc c'est un homme très intelligent. C'est un chercheur, donc il a une pensée scientifique, et c'est un homme d'envergure, une pensée d'envergure, donc qui a su s'extraire de tous les canons universitaires. Il essaye d'avoir une vision globale, c'est absolument remarquable. Comme toutes les visions globales, évidemment, ça peut prêter le flanc à des interprétations qui, bon, voilà. En tout cas, c'est sûr qu'on retrouve dans sa vision de… Alors, il y a une vision très chrétienne dans le sens où elle est téléologique, donc sa vision temporelle et il y a un début, il y a une fin, elle est axée. On n'est pas dans une vision cyclique qui est la temporalité chinoise, mais en même temps, c'est vrai que on retrouve quand même beaucoup dans la place centrale de l'homme et dans sa façon d'amener au palier supérieur. On retrouve tout à fait la, la vision chinoise très positive finalement de la place de l'homme dans le cosmos. Daniel demande quelle est, en parlant des Chinois, leur relation au temps par rapport à l'éternité et à l'immédiateté. Ah, on peut prendre 1 heure là, ça va. Donc, dans la pensée chinoise, en tout cas dans la pensée chinoise telle qu'elle s'exprime à travers une langue, la notion d'éternité n'existe pas. Il n'y a que la notion de longue, très longue durée, tellement longue que nous traduisons par éternité. Mais l'éternité, c'est une abstraction, donc ça n'existe pas. En tout cas, la langue chinoise n'est pas capable de saisir ce qui est totalement abstrait. Par contre, il y a la notion de très longue durée, de stabilité qui est tellement là que eh bien, ça disparaît, ça revient, ça repart, ça revient à nouveau, et c'est sans fin. Et dans la pensée chinoise traditionnelle, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de cosmogonie dans les religions chinoises traditionnelles, c'est assez fort quand même, alors que pour nous, en Occident et dans tout le Moyen-Orient, les cosmogonies, la naissance de l'univers, c'est un récit tellement important. Il n'y a pas de cosmogonie en Chine, sinon de façon très embryonnaire. Et de même, il n'y a pas d'apocalypse, puisqu'il n'y a pas de début, il n'y a pas non plus de fin, mais on est dans un cycle continu fait de flux et de reflux, de phase yin et de phase yang. Et d'une certaine façon, il y a une approche de l'éternité à travers cette longue durée. Cela dit, c'est vrai que euh, pour un Chinois traditionnel, il manque quelque chose dans son tréfonds intérieur qui est la réponse à des grandes questions, d'où je viens, où je vais. Et Confucius n'a jamais voulu répondre à ces questions parce que l'homme n'a pas moyen d'y répondre, donc il a, de façon métaphysique, je dirais, refusé d'y répondre. C'est un choix de sa part, mais en même temps, c'est une vraie question. Et c'est une question tellement importante que la Chine a toujours été, au long de son histoire, ouverte et perméable à ces grandes religions et sagesses venues d'Occident, notamment au grand monothéisme, judaïsme, christianisme, puis islam. Alors, nous avons vraiment beaucoup de questions. On va essayer d'avoir peut-être des réponses un petit peu plus Ouais. rapides si possible. Tant mieux en tout cas. Alors, Jenny demande où est la représentation de Notre-Dame de Chine, l'avant-dernière photo que vous nous avez montrée.
Elle est dans la cathédrale de… Enfin non, pas dans l'église Beitang, qui est l'église du Nord à Pékin. L'église gothique qu'on a vue là, plutôt grise là. Bernard nous demande quelle est l'influence actuelle du bouddhisme Chan, dont on dit qu'il est la religion favorite du président Xi. Tout Chinois, on pourrait dire, est un bouddhiste Chan qui s'ignore. Enfin, certains ne s'ignorent plus. Si on veut parler en termes de religion, donc au sens que nous mettons derrière, le bouddhisme est la principale religion chinoise. Et alors, il y a le bouddhisme Chan est en grande concurrence avec le bouddhisme Amitabha. Donc on est en tout cas dans des interprétations du grand véhicule, donc dans ce qu'on appelle le grand véhicule, donc dans un bouddhisme qui n'a plus grand chose à voir avec le bouddhisme d'origine, avec le petit véhicule. Marco dit « Bonjour, nous avons vécu 3 ans à Canton. Quel est votre avis sur l'évolution des 2 églises catholiques en Chine, l'officielle et la souterraine? Certains prêtres et évêques sont reconnus par le Vatican, d'autres non. » C'est très, très, très compliqué. Je préfère ne pas me prononcer parce que, comme disait Flaubert, l'avenir est une chose très difficile à prévoir. On ne sait pas. On ne sait pas ce qui peut arriver. Ça dépend de tellement de critères. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ce n'est pas viable de continuer comme ça, aussi bien pour les chrétiens que pour le gouvernement, que pour le Vatican. Il y a un grand effort et beaucoup de bonne volonté, je pense, de part et d'autre, aussi bien du gouvernement chinois que du Vatican, d'essayer de se comprendre. Et le Vatican n'a de cesse de répéter depuis des décennies au gouvernement chinois: nous sommes une religion, nous ne faisons pas de politique. Les chrétiens chinois sont de bons citoyens chinois. Mais pour un Chinois, c'est très compliqué de comprendre cela. Nous avons 2 questions de Nicole. On va essayer de synthétiser la réponse dans ces 2 questions. Monsieur Molly a posé la question « Aujourd'hui, qu'en est-il du spirituel? Peut-il résumer sa réponse ?» Et deuxième question de Nicole « Les catholiques sont-ils respectés ?» Ça reboucle un petit peu avec ta réponse, François. Donc les catholiques sont respectés, bien sûr, tant qu'ils sont dans les clous. Comme tout citoyen chinois, donc la liberté de religion est totale en Chine, à condition que l'on soit dans une association patriotique, évidemment, donc que l'on soit surveillé par le parti. Après, quel est l'avenir spirituel de la Chine? Ça, c'est une question qui pourrait concerner tout un chacun. Soyons optimistes. Si on est chrétien, on va dire que l'avenir appartient à Dieu, il est le maître de l'histoire et il ne permettra pas que l'homme se perde. Myriam nous demande comment l'art martial est-il relié à la sacralité en Chine? Le taoïsme l'explique-t-il à lui seul? Et au passage, Myriam dit bravo pour cette brillante synthèse, vif merci. Et oui, Myriam, nous pourrons vous envoyer un replay de ce voyage virtuel si vous le demandez. Alors, les arts martiaux, il faut bien comprendre une chose, c'est que un Chinois voit l'univers, voit tous les aspects de l'univers et donc de son existence de façon, entre guillemets, holistique, c'est-à-dire unifiée. Donc, tout est en tout. L'idéal du mandarin, l'idéal du lettré, l'idéal de tout Chinois qui veut obtenir la sagesse, ça va passer par la calligraphie, ça va passer par la médecine, ça va passer par les arts martiaux, ça va passer par le gouvernement de sa maisonnée, de sa province, de son empire, ça va passer par offrir de l'encens devant les différents dieux et devant les ancêtres, etc., etc. Tous les aspects de la vie sont pris par cette sacralité unitive de la pensée chinoise. Alors, Anne nous laisse un message sympathique. Merci François pour ce beau voyage. J'ai eu la chance d'accompagner en octobre 2019 un échange scolaire via Pékin et Wuhan en plein Jeux olympiques militaires pour finir à Shanghai. J'ai revu avec plaisir des lieux traversés avec les commentaires passionnants que vous avez faits.
Bruno Merci. nous dit merci pour votre conférence. Arnaud demande quel avenir pour le christianisme en Chine avec un empereur qui a l'onction céleste? Eh bien, je dirais que le christianisme a beaucoup d'avenir en Chine. Je le pense sincèrement, parce que l'homme étant pas tout le même, il a le matérialisme religieux, ce matérialisme qui prétend tout régenter de l'âme humaine ne peut pas satisfaire. Le communisme en Chine a beaucoup évolué. Bon, on le voit évidemment sur le plan économique. Il va évoluer sur le plan politique, sur le plan de sa relation aux religions, etc. Le chinois, comprenez bien cela, le chinois est un homme pragmatique. Il faut d'abord survivre. Donc les grandes idéologies, ça c'est bon pour l'Occident. Le chinois, c'est un homme de terrain. Donc, il adapte le communisme à l'économie libérale, il n'y a aucun souci. Si le christianisme remplit son âme, il le prendra, il n'y a pas de souci. Fabienne demande y a-t-il eu d'autres ordres missionnaires que les jésuites en Chine? Oui, bien sûr, tous ont été présents et d'ailleurs, ça a été de grandes querelles et beaucoup de scandales d'ailleurs. Il y a eu des querelles entre franciscains, dominicains, jésuites, etc., etc., à tel point que le pape a même créé les missions étrangères de Paris pour essayer de passer outre toutes ces discordes et toutes ces mainmises politiques qu'il y avait à travers les ordres religieux. L'histoire de l'Église n'est pas très brillante en Chine, hein. Et en même temps, il y a de très belles pages et il y a des martyrs franciscains, des martyrs dominicains, des martyrs jésuites, des martyrs maîtres, etc. Alors, juste une précision, Anne, tout à l'heure, qui posait une question, enfin, qui te donnait un message de remerciement, François, dit qu'elle a suivi une marche vers Assise avec toi. Très bien. Nous avons une question Euh, de Brigitte. Les manifestations de piété sont-elles réprimées? Ben non, vous avez vu à Notre-Dame de Shoshan des braves pèlerins chrétiens qui faisaient leur chemin de croix. Tant qu'on est dans les clous, il n'y a aucun souci. J'ai assisté à des messes en Chine sans aucun souci. Voilà, il y a un prêtre qui et j'ai même fait très attention, que ce soit en anglais, que ce soit en chinois. Le nom du pape est là dans le canon romain, il n'y a aucun souci. Tant qu'on est dans l'Église officielle, donc qui est publique et donc qui est rendu public par le gouvernement, il n'y a strictement aucun souci. Alors, nous allons prendre une dernière question. Juste avant, certaines personnes demandent si on peut leur envoyer le replay. Bien sûr, simplement, je vous invite à nous envoyer un email à l'adresse contact@ictusvoyage.com si vous souhaitez le replay de ce voyage virtuel avec François. Nous vous l'enverrons bien sûr avec plaisir. Nous avons donc une dernière question pardon, je vais la retrouver, oui, de Nicole qui demande quelle est la meilleure saison pour aller en Chine. Ben, comme tous les pays, toutes les saisons ont leur charme. Après, l'hiver, le ciel est un peu moins pollué parce qu'il y a plus de vent, mais il fait froid. L'hiver à Pékin peut être assez glacial. L'été, il peut faire très chaud. Shanghai, l'été, c'est climat tropical. Au mois de mai, c'est évidemment l'idéal, mais tous les touristes le savent, donc les monuments sont surpeuplés. Euh, c'est difficile. Alors, Ictus a organisé plusieurs années un voyage au mois de mai et un autre au mois de novembre, et chacun des deux avait son charme. C'est vrai que j'aurais une préférence pour le mois de novembre parce qu'on peut peut-être davantage avoir de ciel bleu, quoique, enfin après ça dépend des années, et puis il y a beaucoup moins de monde. Mais par contre il fait froid, hein. Voilà, en tout cas, ben, si c'était la dernière question, merci de m'avoir suivi. J'espère que nous pourrons reprendre les voyages en Chine réellement, parce que la Chine a vraiment à nous apporter. Et puis c'est un très bon voyage et la Chine est très belle, encore une fois, hein. En tout cas, merci de votre fidélité. Et puis, si je vous retrouve sur les vrais chemins, eh bien, ce sera un vrai plaisir. Un grand merci et puis bonne continuation et bon courage. Merci beaucoup François, merci pour de t'être prêté au jeu des questions-réponses. Nous avons pour conclure aussi un dernier message de Bénédicte qui te remercie en disant merci infiniment pour cette présentation intéressante, riche et précise par un guide très sympathique. Voilà.
Je vous remercie de nous avoir suivis jusque-là. Je vous invite à patienter quelques minutes encore si vous voulez bien. Je vais maintenant prendre un court temps pour vous présenter les prochains voyages réels que François Mollier va accompagner à partir de septembre, même dès avant, pardon, dès l'été, si il est possible de repartir marcher, en l'occurrence. Je vais vous partager mon écran tout de suite pour vous montrer voilà, le planning de nos prochains voyages. Pardon, j'ai mis virtuel, ce sont les prochains voyages réels avec François Mollier. Je vous prie de m'excuser. Comme François le disait, il y a un voyage qui est organisé en novembre, en l'occurrence du 28 novembre au 9 décembre 2020 cette année. Je vous encourage vivement à vous y inscrire si vous avez apprécié ce voyage virtuel. François va accompagner une marche en Bretagne sur le thème chemin de vie du 7 au 12 septembre prochain. Mais dès cet été, François va accompagner également une marche dans le désert d'Écosse en France sur le thème reprendre souffle du 6 au 11 juillet, puis du 24 au 29 août. François vous emmènera également marcher sur le thème marcher et vous vivrez du 24 au 31 octobre pour un trek vers Rome. François également vous emmènera marcher du 9 au 15 novembre en Terre Sainte pour un trek en Galilée, en chemin avec les évangiles. Enfin, François vous emmènera du 26 septembre au 3 octobre en Italie également pour un trek vers Assise sur les pas de Saint François. Et certains d'entre vous ont sûrement suivi ce voyage virtuel qu'il a animé il y a quelques semaines sur les pas de Saint François en Ombrie. En ce qui concerne nos prochains voyages virtuels, ils continuent dès demain. Vous avez remarqué que nous sommes passés à un rythme plutôt de 2 voyages virtuels par semaine et nous allons continuer pour les prochaines semaines. Nous vous invitons à regarder régulièrement notre site internet. Certains voyages que vous voyez à l'écran ne figurent pas encore sur le site internet puisqu'ils ont été décidés ce matin. Ils seront très prochainement en ligne. Nous avons dès demain un voyage virtuel à Madagascar pour des rencontres hors du commun avec l'aventurier Alexandre Poussin, que certains d'entre vous avaient déjà suivi depuis maintenant 4 semaines. Il nous emmènera pour découvrir des visages de personnes qui sont au service de la population à Madagascar. Ce sera, je suppose, j'en suis sûr, un moment très émouvant. Mardi 19 mai, nous aurons la joie d'accueillir Paul Guillon, un nouveau conférencier avec qui nous travaillons sur le thème l'ombre et la lumière pour découvrir Caravage. Mercredi 20 mai, Marc Fromager, qui est l'ancien directeur de l'aide à l'Église en détresse, l'AED, nous emmènera en Syrie sur le thème élan de vie et d'espoir. Mercredi 27 mai, Rénal Sécher, que certains d'entre vous aussi connaissent, pour avoir animé de précédents voyages virtuels, nous emmènera en Vendée sur le thème de la chouannerie. Jeudi 28 mai, Julien Savadou, qui était guide conférencier depuis maintenant 5 ans, vous emmènera à Paris pour un itinéraire sur les chrétiens sous la Révolution. Marie-Pascale Jacot, que certains d'entre vous connaissent également, nous emmènera en Italie mercredi 3 juin pour une promenade à Naples et en Campanie. Enfin, Rénal Sécher nous emmènera pour un itinéraire autour de Sainte-Jeanne d'Arc le mercredi 10 juin en France. Nous avons essayé de mettre les horaires pour que vous puissiez en effet constater que nous avons essayé d'aménager ces nouveaux voyages virtuels plutôt en fin de journée avec le déconfinement qui a commencé. Je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis encore ce soir pour ce voyage en Chine avec François Mollier. Merci beaucoup pour votre fidélité. Merci pour votre participation. Et puis, on apprécie beaucoup le dynamisme de vos questions qui rendent ces voyages un petit peu plus vivants encore. Merci pour vos messages de soutien et d'encouragement. Nous y sommes vraiment très sensibles. Je compte sur vous pour continuer à vous inscrire. C'est une manière de nous soutenir dans cette période qui est très difficile pour notre activité. Et je vous dis à très bientôt, je l'espère. Merci beaucoup, au revoir.